Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est divisée en deux blocs qui se font face, avec une frontière physique quasiment infranchissable appelée rideau de fer. La partie Est vit sous le joug du communisme dirigé par l'URSS. Alors que ce bloc semble indestructible, à partir de 1989, et en seulement quelques mois, tout bascule. Tout un système politique s'écroule, les murs tombent, les régimes s'effondrent les uns après les autres et des millions de personnes retrouvent leur liberté. Il ne faudra que 3 ans pour que le communisme disparaisse de presque toute l'Europe. Alors posons-nous cette question. Comment un bloc qui dominait depuis plus de 40 ans un empire composé de 7 nations et plus de 400 millions d'habitants a-t-il pu se désintégrer aussi vite ? Revenons sur l'un des plus grands tournants de l'histoire moderne. Au fil du temps, et surtout à partir des années 70, le système communiste des pays du bloc soviétique craquait de toutes parts. Les régimes, soumis aux principes de centralisation et de planification, s'essoufflaient. L'outil industriel, vieillissant et accumulant des retards technologiques importants, devenait obsolète et les usines peu productives. À cela, il fallait ajouter un endettement croissant qui limitait les marges de manœuvre des investissements. Aux mêmes causes, les mêmes effets, le secteur agroalimentaire, pourtant favorisé par des régions très fertiles telles que l'Ukraine, désigné comme un grenier à blé, ne répondait plus aux besoins de la population. Les pénuries étaient structurelles dans tous les secteurs, aussi bien pour avoir un logement que de la nourriture ou tout autre bien de consommation. Le rationnement était devenu une norme et les citoyens espéraient dans de longues files d'attente obtenir les quelques rares produits de base mis à la vente. À cela, il fallait ajouter une corruption omniprésente à tous les niveaux de la société, des administrations et de l'État. Le système communiste révélait son inefficacité et sa faillite. Les populations en avaient assez. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir. Pour sauver l'URSS, il lance 2 grandes réformes. La perestroïka, qui se traduit par restructuration, nom donné au programme de réformes économiques et politiques, et la glasnost, qui se traduit par transparence, afin de rendre l'État plus transparent et ouvrir la parole à la presse. Mais ces réformes, plus libérales, provoquent un vent de liberté accentué par la conscience grandissante du mode de vie en Europe de l'Ouest et provoquent surtout de plus grandes tensions, libérant des forces que plus personne ne contrôlera. Alors comment ont-elles déclenché des révolutions ? Le premier pays à allumer la mèche des révolutions au sein du bloc soviétique est la Pologne. L'arrivée au pouvoir en URSS de Mikhaïl Gorbatchev avec sa politique de glasnost et de perestroïka donne l'occasion au syndicat polonais Solidarność, conduit par Lech Walesa, de revenir au premier plan de la contestation après 8 années de clandestinité. À ce moment-là, la crise économique polonaise est profonde et la population n'accepte plus un régime qui s'est radicalisé et applique la loi martiale. Les manifestations et les grèves paralysent le pays. Face à la popularité de Solidarność, la situation devient ingérable pour le gouvernement du général Jaruzelski qui, se sachant lâché par l'URSS, accepte finalement les négociations dites de la table ronde qui aboutiront aux élections de 1989. Le résultat sera une humiliation pour le Parti communiste. En effet, Solidarność remporte 99% des sièges contestés au Sénat, entraînant la formation du premier gouvernement non communiste depuis 1945, mais surtout provoquant un séisme politique dans toute l'Europe de l'Est.
Le pays qui suit la Pologne dans sa quête de liberté est la Hongrie. En effet, dès le 2 mai 1989, des gardes-frontières hongrois ouvrent une brèche dans les barbelés séparant la Hongrie de l'Autriche et démontent toutes les installations électriques. Cet acte, passé presque inaperçu à l'époque, marque la première ouverture physique du rideau de fer entre l'Est et l'Ouest, permettant à des milliers de Hongrois de quitter le bloc communiste. La nouvelle se répand rapidement à travers l'Europe de l'Est et surtout en République démocratique allemande, qui voit alors ses citoyens se diriger par milliers vers la Hongrie, espérant ainsi rejoindre l'Allemagne de l'Ouest en passant par l'Autriche. La Hongrie devient alors le point de fuite majeur pour les Allemands de l'Est. Malgré les représailles du gouvernement est-allemand, l'exode s'intensifie jusqu'à ce fameux jour du 19 août 1989 où, pour marquer leur volonté de liberté, des milliers d'Allemands de l'Est organisent un immense pique-nique européen à la frontière autrichienne, provoquant dans le même temps une crise de régime de la RDA. Influencée par les événements de Pologne et de Hongrie, l'Allemagne de l'Est explose à son tour. Dès septembre 1989, des citoyens de Leipzig se réunissent chaque lundi en manifestation pacifique contre le régime communiste avec ce slogan « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, exprimant ainsi leur volonté de démocratie et de liberté. Le mouvement prendra de l'ampleur pour atteindre son paroxysme le 9 octobre 1989, où 70 000 personnes défilent malgré la présence massive de la police et de la Stasi. Les autorités, qui avaient envisagé une répression violente, reculent devant l'ampleur du mouvement. Le pouvoir vacille. Cette marche pacifique, diffusée clandestinement à l'étranger, donne un écho international au mouvement et encourage d'autres villes de RDA à suivre l'exemple, jusqu'au 4 novembre 1989, où 500 000 personnes se regroupent à Berlin-Est. Cette fois, la pression populaire est trop forte et le gouvernement est-allemand démissionne. Le 9 novembre, lors d'une conférence de presse confuse, un responsable annonce l'ouverture immédiate des frontières. Dans la soirée, des milliers de Berlinois se rendent au checkpoint où les gardes frontières, dépassés, laissent passer la foule. C'est alors que les Berlinois se ruent sur le mur et commencent à le démolir. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin tombe définitivement. Cet événement marque la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne qui sera officialisée le 3 octobre 1990. Seulement une semaine après la chute du mur de Berlin, soit le 17 novembre 1989, la Tchécoslovaquie entre à son tour en opposition au régime communiste. Une manifestation étudiante à Prague, réprimée violemment par la police, choque l'opinion publique et déclenche un mouvement national. Des centaines de milliers de citoyens descendent alors dans les rues, allumant des bougies et frappant des clés en signe de protestation silencieuse. Un dramaturge très connu de l'opinion publique, Václav Havel, emprisonné pour dissidence de 1977 à 1989, prend la tête du mouvement, organisant les revendications et les négociations. En moins de 6 semaines, le régime bascule, illustrant sa fragilité malgré l'absence quasi totale de violence, d'où le nom de « Révolution de velours ». Le Parti communiste tchécoslovaque abandonne le pouvoir en décembre 1989 et le 29 décembre de la même année, Václav Havel est élu président sous les cris de « Havel au château ». En 1993, la Tchécoslovaquie se scindra pacifiquement en 2 États indépendants, la République tchèque et la Slovaquie. Contrairement à ses prédécesseurs, le chemin vers la liberté de la Roumanie sera violent. Le dictateur Nicolae Ceausescu, en place depuis 1965, refuse catégoriquement les réformes de la perestroïka et de la glasnost initiées par Gorbatchev. Il maintient un régime répressif,
avec une police secrète violente et omniprésente, la Securitate. Pour autant, la révolte éclatera dans la ville de Timisoara le 16 décembre 1989, lorsque la population manifeste contre l'expulsion du pasteur protestant et dissident au régime, Laszlo Tokes. La répression sera violente. L'armée et la Securitate ouvrent le feu sur les manifestants, faisant des dizaines de morts et de blessés. Mais cette violence n'arrête pas la colère d'une population n'acceptant plus la tyrannie du régime. La révolte s'étend alors rapidement dans plusieurs villes et jusqu'à Bucarest. Le 21 décembre, Ceausescu tente de reprendre le contrôle avec un discours sur la place centrale de Bucarest. Mais la foule se soulève, scandant des slogans hostiles. C'est un moment historique où le régime perd son autorité en direct à la télévision. Le 22 décembre, à l'armée, le dictateur et son épouse Elena fuient en hélicoptère. Mais l'armée roumaine a changé de camp et soutient désormais l'insurrection. Elle ordonne aux pilotes de ne plus suivre le plan de fuite et les font atterrir près de Târgoviște, à 75 km de Bucarest. Abandonné par l'équipage, le couple Ceausescu tente de fuir en voiture. Mais ils sont rapidement arrêtés par la milice locale et amenés dans la caserne militaire de Târgoviște. Le 25 décembre, Nicolae Ceausescu et sa femme sont jugés lors d'un procès expéditif et fusillés dans la cour de la même caserne. L'exécution de Nicolae Ceausescu marque la fin du régime communiste à parti unique et le début d'une transition vers la démocratie pluraliste. Pour ce qui est de la Bulgarie, pays le plus fidèle à l'URSS qui accepte la politique de glasnost et de perestroïka de Gorbatchev, sa rupture avec le communisme se fera en douceur par une transition politique interne. Elle sera néanmoins provoquée par des manifestations dont celle du 3 novembre 1989 dans la capitale du pays, Sofia, réclamant plus de démocratie, la liberté d'expression et la fin du régime de Todor Živkov au pouvoir depuis 1954. Le Parti communiste bulgare, le BKP, afin de conserver le pouvoir, contraint Todor Živkov à la démission et accepte des réformes démocratiques. Toutefois, sous la pression populaire persistante, il renonce à son monopole constitutionnel en janvier 1990 et permet, en juin de la même année, les premières élections libres depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré la victoire du Parti socialiste bulgare, le PSB, l'ancien parti communiste renommé après 1989, c'est Eliu Zelev, leader de l'Union des forces démocratiques, qui devient, le 1er août 1990, le premier président non communiste de Bulgarie. Finalement, l'effet domino de la démocratisation aura provoqué en moins d'un an l'effondrement du communisme dans les pays satellites du bloc soviétique. Mais qu'en est-il de l'URSS, le cœur de ce système ? Suite au départ des pays satellites du bloc soviétique, l'URSS entre alors dans une période de crise économique, politique et nationale, à laquelle il faut ajouter l'impact de la guerre d'Afghanistan qui l'a épuisé militairement et financièrement, tandis que de nombreuses républiques soviétiques réclament à leur tour leur indépendance. Des conservateurs du Parti communiste, opposés à Gorbatchev, organisent entre le 19 et 21 août 1991 un coup d'État pour sauver l'URSS. Il échouera grâce à la résistance de Boris Eltsine, président de la Russie,
et à une mobilisation populaire. Dans la foulée, entre août et décembre 1991, une à une, les républiques soviétiques proclament leur indépendance. Le 8 décembre 1991, les dirigeants de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie signent l'accord de Minsk, déclarant que l'URSS n'existe plus, ce qui provoque la démission de Mikhaïl Gorbatchev le 25 décembre 1991. Le drapeau soviétique est descendu du Kremlin et remplacé par le drapeau russe. L'URSS cesse officiellement d'exister. Ainsi, en quelques mois, un empire qui semblait indestructible a disparu. Il laisse place à 15 États indépendants et à une Russie en quête d'un nouveau rôle dans le monde, façonnant de fait le continent européen tel que nous le connaissons aujourd'hui. Спасибо, товарищи, за несколько кликов Айду Сколова на канале Хистауртик.